Hei, god kveld, bonne soirée, bienvenue. Jeg skal prøve det på norsk, for en gangs skyld. Mitt navn er Marcelino Valiente, jeg er kulturattaché ved det franske instituttet i Norge. Og i går jeg leste i stor norsk leksikon om frankofoni, og det står det. Frankofoni er det å snakke fransk, eller dyrkning av og kamp for fransk språk og kultur. Siden 60-tallet er begrepet brukt om det språklige, kulturelle, politiske og økonomiske fellesskap som eksisterer mellom fransktalende områder. Men frankofoni er også å gi mindre synlige kulturer en mulighet til å uttrykke seg. Det er en mulighet til å lytte til nye stemmer som forteller ulike historier om deres folk. Frankofoni dreier seg om å forstå at det franske språket er som et levende organ som har utviklet seg i kontakt med andre språk og kulturer. I kveld har det franske instituttet i samarbeid med Mella-huset invitert 3 fransktalende forfattere, Priya Hein, Harry Gauthier og James Noel, som alle har til felles ikke bare det franske språket, men også det kreolske språket. Så før Geir Uvsløk fra Universitetet i Oslo og medvirkende til den veldig kjent podcasten Frankrike forklart, begynner denne samtale, ønsker jeg å minne dere på at etter den samtalen blir litt matservering, og etterpå blir konsert av Maya Kamati. Siste ting og viktig for de som kan ikke fransk, fordi den samtalen skal pågå på fransk, så dere har mulighet til å lytte den oversettelse fra Kristina på den Zoom-application, Zoom-app, på deres mobiltelefon. Ja, jeg kan bruke litt engelsk ord litt innimellom. Veldig vanskelig å unngå det. Dere kan bruke mobiltelefon med hva heter det på norsk? Ja, takk. Ok. Så jeg håper det virker bra, dette her. Det er første gang vi prøver det. Ok, Geir? Merci. Donc Marcelino est français et parle norvégien. Moi, je suis norvégien et je vais parler français. Je m'appelle donc Geir Uvsløk et mon titre officiel à l'Université d'Oslo, c'est maître de conférence en littérature et civilisation française, mais j'aurais préféré que ça soit littérature et civilisation francophone au pluriel. Et du coup, je suis très heureux ce soir parce que nous allons écouter 3 auteurs de 3 pays différents qui sont tous francophones, mais qui s'expriment aussi en utilisant d'autres langues, notamment la langue créole. Et donc, je vais d'abord les présenter brièvement et aussi poser quelques questions, mais c'est surtout eux qui vont parler ce soir. Donc, Priya Hein est née à l'île Maurice. Elle a écrit plusieurs livres pour enfants et des nouvelles avant de publier son premier roman, Riambelle, roman excellent que vous pouvez acheter à l'entrée ou à la sortie, du coup. Et c'est surtout donc de ce livre que nous allons parler ce soir. C'est un roman qui raconte l'histoire d'un personnage nommé Noémie et son enfance à l'île Maurice, dans un bidonville, un camp créole, comme on dit en créole, nommé Africa Town. C'est un roman qui est à la fois très douloureux et très beau, avec beaucoup de rage, mais aussi avec beaucoup de compassion pour certains des personnages. Et aussi, ça c'est important, c'est un livre multilingue. L'original est écrit en anglais, français et créole, et il est traduit en français en gardant le créole par Priya Hein elle-même en collaboration avec Adia Tegali. Et à côté de moi, il y a James Noel qui est né en Haïti,
Il a publié un grand nombre de recueils de poésie en français et en créole. Il est aussi responsable pour la publication d'une anthologie de poésie haïtienne contemporaine, où je pense qu'il y a plus de 70 poètes rassemblés. Il est aussi acteur et il a fondé la revue littéraire et artistique Intranquillité, où il y a donc « il » au milieu de ce titre d'Intranquillité. Mais c'est de son premier roman, qui est intitulé Belle Merveille, que nous allons parler ce soir, surtout. Il est traduit en norvégien avec le titre Vakre Vidunder, traduit par Synnøve Sundby. Belle Merveille, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un survivant du séisme terrible qui a frappé Haïti en 2010 et qui a provoqué 300 000 morts. Et c'est l'histoire de cette catastrophe, de la vie d'après, de la société haïtienne et aussi de l'amour qui ne guérit peut-être pas, mais qui permet au moins de continuer la vie. Harry Gauthier, enfin, qui habite à Oslo, est né à Madagascar, mais il a grandi à Pondichéry, en Inde. Il a publié 2 romans et un recueil de nouvelles sur la ville de son enfance, donc Pondichéry, et c'est surtout de ce recueil de nouvelles, Nocturne Pondichéry, que nous allons parler ce soir. Et dans ces nouvelles, Harry donne une vie littéraire à sa ville et à ses habitants. Il s'intéresse au destin des gens à la fois ordinaires et extraordinaires. Il leur laisse la parole et il les montre dans leur pluralité culturelle et linguistique. Et c'est un peu son projet de mettre Pondichéry sur la carte littéraire, justement, parce que la francophonie indienne est encore très peu connue, oui. Inconnue, on peut même dire, oui. Mais donc on va parler de vos livres, mais avant de faire ça, avant de parler de ce que vous avez écrit, je propose que nous commencions cette conversation avec vos lectures. Donc est-ce que vous pouvez tous les 3 citer une source d'inspiration littéraire qui a été importante pour vous, et nous dire pourquoi? Si on peut commencer avec toi, James. Peut-être. Je vais donner un coup dur, un terrible coup bas à Harry, parce que il m'a fait des confidences. Et puis, je ne veux même pas mentir. Et il se trouve qu'on a en commun un auteur haïtien qui est extraordinaire, qui est un mythe, une légende haïtienne, grand poète, grand romancier, penseur, essayiste, en la personne de Jacques Roumain, auteur de Gouverneur de la Rosée, et qui infuse l'univers de mon roman Belle Merveille. Et il se trouve qu'apparemment, c'est l'auteur qui a marqué Harry. C'est mon coup bas. Donc, j'ai plus besoin de dire qui m'a inspiré le plus. Mais comme je l'ai dit souvent, je crois que j'avais 9 ou 10 ans. J'étais au lycée français de Pondichéry, où normalement on étudie que des auteurs français francophones, hexagonales, on va dire, classiques. Et la première fois, je suis tombé sur ce livre, et je l'ai pris, je ne sais plus pourquoi, et j'ai eu une révélation, parce qu'il parlait une langue qui n'était plus français, et c'était le créole. Et je ne comprenais pas un peu, déjà l'univers créole, je ne le comprenais pas, et Haïti, parce que j'ai toujours pas... Les livres que j'ai lus, c'était Bordeaux, c'était la Bretagne, c'était Paris, telle chose. Et là, d'un seul coup, je me retrouve projeté en Haïti, un espace géographique que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, et une langue que je ne connais pas. Et donc, ouais, Jacques Roumain est mon inspiration. Jacques Roumain. Merci. Donc, je pourrais citer plusieurs. Bon, il y a déjà ces 2-là à côté de moi. Mais plus personnel, je dirais que j'aime beaucoup Jean-Marie Gustave Leclésio, donc, qui a des origines mauriciennes. Et c'est quelqu'un de très, très
humble. J'ai eu la chance de le connaître. Mais même avant ça, j'ai beaucoup aimé ses livres sur l'île Maurice. Parce que justement, il a cette nostalgie. Et moi, comme je vivais en Allemagne pendant 20 ans, et je pouvais ressentir ça, moi aussi, cette nostalgie, sa façon de vraiment manier les mots. Et c'est le seul Mauricien, il est aussi Mauricien, qui a remporté le prix Nobel de la littérature. Donc il y a ça. Et aussi parce qu'il soutient vraiment les écrivaines de l'île Maurice. Qui essaye de percer, c'est pas évident. Et donc, il a co-créé, allons dire, le prix Jean Fanchette, et ça encourage. Donc, moi, je dirais que j'aime bien ces livres, Alma, par exemple, qui se déroule à l'île Maurice, ou le chercheur d'or, l'Africain, qui parle de sa famille, de ses parents, de ses ancêtres. Donc, je pense à lui maintenant. Je peux ajouter donc, que l'Africain, c'est un livre assez court, mais très très beau, et qui est traduit en norvégien en plus. J'ai oublié qui est le traducteur juste maintenant. Mais donc, le Clésio est donc traduit en norvégien. Jacques Romain, je ne pense pas. Non. Et aussi ces livres pour les jeunes aussi, que j'aime bien aussi. Ouais. Et des Sirandan aussi qu'il a écrit avec Gémia, qui sont très bien. D'accord. Merci beaucoup à tous les trois. Du coup, on va, pour commencer, on va parler d'abord du livre de Priya, et puis après du livre de James, et puis finalement de recueil de nouvelles de Harry. Et puis après, on va parler de la littérature un peu en général aussi. Mais donc, Priya, officiellement, la colonisation britannique de l'île Maurice a pris fin en 1968, mais quand on lit Riambel, on comprend assez vite qu'il y a encore une forme de domination coloniale qui a perduré longtemps après la fin de la colonisation. J'ai pensé en lisant ton livre à Frantz Fanon, qui a écrit dans Les damnés de la terre que le monde colonisé est un monde coupé en deux, qu'il y a d'un côté la ville du colon et de l'autre la ville du colonisé. Et cette scission entre la ville du colon et la ville du colonisé, elle existe encore dans l'enfance de Noémie, donc le personnage principal de ton livre. Et est-ce que tu peux nous dire, pour commencer, qu'est-ce qui caractérise la vie de Noémie et celle de sa famille ? Oui, donc justement, Noémie, c'est une jeune fille qui vit dans un bidonville à Riambel. C'est un petit village dans le sud de l'île Maurice. Et il y a cette rue qui divise les Blancs, les grandes familles, qui ont des maisons, des grandes maisons, des villas devant la mer. Et il y a les bidonvilles, les dépendances, les cités, comme on dit, Africa Town, cité créole, camp créole, juste à l'arrière. Et cette division, on la voit aujourd'hui, mais c'est pas qu'à Riambel. Si on se balade à Maurice, on voit ça, elle est là, toujours. Mais donc on la voit d'une façon physique, mais aussi elle est invisible, on le sent. Et justement, Noémie et sa maman, qui travaillent pour cette grande famille, la famille de Grandbourg, et la maman, la grand-maman aussi, la grand-mère, toute la famille, les descendants, ils ont aussi travaillé sur cette plantation pour cette famille. Donc 200 ans après l'abolition de l'esclavage, on se demande qu'est-ce qui a vraiment changé ? Est-ce que ça a vraiment changé ? Et donc c'est un peu ça, Riambel, et c'est ça qui caractérise leur vie, je dirais. Ces femmes, donc c'est vraiment l'histoire de Noémie et ses ancêtres. Donc elle est hantée par ces voix qu'elle entend constamment. Et je pense que c'est un cercle vicieux
Et c'est ça que je voulais démontrer. Et je pense que la colonisation, on le sent aujourd'hui, ça pèse toujours. Et c'est un peu ça, je dirais. On se demande, je ne veux pas trop dévoiler non plus, mais on va parler un peu plus tout à l'heure, je pense. Mais ça, c'est quand même une bonne introduction, j'espère. Oui, et aussi, j'ai trouvé très puissant qu'on voit que la colonisation, c'est pas juste physique dans le paysage, c'est vraiment aussi dans la tête. La façon dont les Blancs regardent ceux qui habitent le camp africain, les traitant de créoles, etc. Oui, ce complexe de supériorité, ça existe toujours. Oui, les écarts, oui, ça se voit, ça se sent. Ils dominent toujours. Oui. Harry ou James, est-ce que vous avez des commentaires? C'est intéressant parce que comme Priya parle de ce côté African Town, que la ville est divisée en deux, ça c'est vraiment un caractéristique de l'urbanisation coloniale. Dans tous les pays, ça existe. À Pondichéry, ça existe. Il y a encore le White Town et le Black Town, qui est divisé par un canal. Et donc, les Français, enfin les Européens, bien sûr, pardon, quand ils sont arrivés, ils ont repoussé les gens pour avoir accès à la mer. Et donc, les gens qui y habitaient déjà ont été repoussés de l'autre côté, en l'occurrence à Pondichéry, qui est divisé par un canal. Et donc, ça leur permettait, premièrement, d'avoir accès à la mer, c'est là où ils sont venus, et en même temps, c'est là où ils partent. C'est là où tous les produits partent. Le commerce, il se fait par la mer. Donc, cette urbanisation coloniale, elle est très intéressante. Et moi, je m'intéresse beaucoup à l'urbanisation coloniale parce que je me dis, il y a une façon de penser, une certaine façon de bâtir une ville coloniale et en gardant cette forme d'apartheid entre la ville noire et la ville blanche. Oui, donc c'est une ségrégation qui perdure, oui, et qui est même donc inscrite dans le paysage. Non, justement, je préfère continuer à écouter Priya pour ne pas dénaturer un peu. En Haïti, justement, comme c'est le contraire qui s'est produit, ça veut dire après la révolution haïtienne en 1904, les Haïtiens ont tout rayé, ont tout brûlé. Et la révolution haïtienne avait comme mantra couper tête, brûler caille. Il a dit on coupe les têtes, on brûle les maisons. Bon, ne soyez pas effrayés, c'est ce qu'on appelle une révolution. Il y a des révolutions tranquilles, il y a des révolutions révolutionnaires. Peut-être aussi, Priya, parce que tu as parlé donc de cette relation, donc le fait que la grand-mère, la mère, et puis finalement aussi Noémie vont travailler pour cette famille blanche. Mais est-ce que tu peux dire quelques mots aussi sur la relation entre la grand-mère, la mère et la fille, et aussi sa sœur? Donc, il y a plusieurs générations, mais en même temps, elles ont la même histoire au fait. Ça change pas grand-chose. Si on regarde bien la vie de Noémie et si on compare avec sa mère, sa sœur, la grand-mère, ben ils ont tous le même destin à la fin. Et on se demande, mais comment est-ce que elles vont pouvoir sortir de là? Il faut vraiment, un effort collectif parce que sinon, ça continue comme ça. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Et aussi, j'ai voulu parler du Her Story parce que l'histoire, en anglais, j'ai écrit en anglais, c'est His Story. Et c'était vraiment important pour moi de dire que non, il y a Her Story. Et c'est ça l'idée de parler de ces femmes, de ces générations et leurs relations et comment ça a changé ou pas. Et comment aussi ces femmes, elles sont fortes au fait. Elles ont tellement subi. Et aussi parce que, par exemple, la grand-mère, elle est illettrée. Mais elle veut
comment est-ce qu'elle va transmettre ses traditions, etc. Donc, elle fait ça tout à l'heure, peut-être on pourra en parler, avec ses recettes. Donc ça passe de génération, d'une génération à l'autre. Et aussi, on va voir que elle cède entre elles-mêmes. Je ne veux pas trop dévoiler non plus, donc, Oui. donc bon, c'est un peu ça, c'est her story, l'histoire à elle, comment ça se déroule avant et maintenant. Oui. Oui. Et ça, c'est un mot, bien sûr, mais qui est gardé donc, dans la traduction française, parce que c'est évoqué dans une lettre vers la fin. C'est ce mot de her story, donc jeu de mots en anglais. Du coup, on va continuer de parler plus donc, de ton livre aussi après, mais pour l'instant, on va passer donc au livre de James, donc, Belle Merveille, qui raconte donc l'histoire d'un personnage qui se nomme Bernard. C'est donc un survivant du séisme de 2010. Ce séisme, donc, qui était une catastrophe d'une ampleur inédite qui a coûté la vie à 300 000 personnes, c'était donc une catastrophe naturelle, mais tu parles aussi dans ton roman des aspects sociaux historique de cette catastrophe tu parles aussi, ça je trouve très intéressant, du rôle des écrivains en disant ceci, et du coup je cite de ton roman, les gens de plume sont porteurs d'une charge lourde, doublée d'une peine incommensurable. Parler au nom des morts et des vivants, dénoncer le silence et le blanc de l'histoire sans sombrer dans la xénophobie. Et puis tu ajoutes, les artistes partant de drame deviennent à leur corps défendant des urgentistes de l'aurore, des secouristes de la vérité. Et du coup, la question pour commencer, un peu question générale, c'est comment la littérature peut-elle nous aider à comprendre de telles catastrophes, si c'est possible seulement de le comprendre. Eh bien, justement, si la littérature a une forme d'importance, ou l'art tout court, et je trouve que ça nous permet de mettre plus de couches de verre, comment dire, puissant à nos lunettes ouais, c'est une loupe puissante. Une loupe puissante qui permet de mieux percevoir. Parce que, pourquoi on est écrivain? On peut croire que c'est par overdose de savoir, parce qu'on on lit beaucoup, parce qu'on a beaucoup vécu ou beaucoup entendu des choses. Moi, je crois que on est artiste parce qu'on vit dans le flou. On est un peu perdu. Et on écrit pour à la fois évacuer justement tous ces brouillards. En fait, c'est une façon de s'accoucher de soi-même, une façon de se donner naissance. On dit merci maman, hein, on est reconnaissant, mais après, il y a encore des naissances, comme nous disait Rimbaud, qui parle de naissance, j'oublie l'expression, naissance contraire. Et donc voilà. Et donc j'ai écrit ce livre, pas pour dire à vous, lecteurs, pas pour dire au monde ou à ma famille, voilà ma version des faits. Pas du tout. C'est juste, tu vois tellement de choses, et puis des choses dont on ne parle jamais. Pas que les catastrophes. Pas que la catastrophe, il y a aussi les moments exceptionnels. Parce que quand on vit une catastrophe, on est tellement sensible, on capte tout. La nourriture qu'on a mangée pendant une catastrophe qui nous a fait du bien, c'est la nourriture la plus délicieuse qui soit. Tu as fait l'amour en ce moment-là, ben tu crois que, enfin, voilà, tu découvres l'acte d'amour pour de vrai, parce que c'est là que tu captes vraiment l'essence de la vie dans son climax. Et voilà pourquoi j'écris Belle Merveille.
et pour rassembler et beaucoup de choses inédites, inattendues, des choses qui m'ont surprise, comme un bouquet de nuit et d'arc-en-ciel à la fois. Donc, l'expression belle merveille, c'est une expression qu'on utilise couramment en Haïti et qui veut dire incroyable mais vrai. Mais on dit ça couramment. Ça veut dire tu marches là en rigolant, tu tombes, tu te casses une jambe, belle merveille. Ouais, c'est quelque chose de surréaliste, d'inattendu, belle merveille. Ouais, donc un tremblement de terre, c'est belle merveille. Donc c'est bizarre. Oui, Donc oui. voilà, belle merveille, c'est ça. Merci. J'ai trouvé ce que tu as dit, cette idée que tu ajoutes des verres aux lunettes des gens pour voir les histoires. Et c'est parce que je dis donc que c'était l'histoire d'un survivant, mais en fait c'est plus parce qu'il y a d'autres voix aussi qui se mêlent à la voix de Bernard. Donc il y a Il y a vraiment... Amoré, Oui. En fait c'est un couple. Oui. Amoré et Bernard, c'est vrai, c'est le couple. Ouais. Oui, parce que j'ai dit donc au début qu'il y a cette histoire d'amour qui fait continuer à vivre. Donc peut-être tu peux nous parler un peu de cette histoire d'amour que vit Bernard juste après le séisme. Au fait, c'est un coup de foudre étrange, à dire un coup de foudre entre une Napolitaine qui était en Haïti avant le drame. Bon, je vais vous faire une confidence. C'est cette Napolitaine qui a sauvé mon roman. Parce qu'on va parler d'un sujet terrible, ça veut dire belle merveille, tremblement de terre en Haïti, 300 000 morts, beaucoup de gens sont venus aider, et beaucoup d'aide, de secours, de secouristes, d'associations, et parmi toutes, c'est vrai, il y a quelqu'un qui traduit, je vais essayer d'aller plus lentement. Parmi toutes ces associations, ben, aujourd'hui, c'est avéré, et il y a eu beaucoup d'ONG malhonnêtes, bidons, dans Belle Merveille, ils sont identifiés comme des charognards parfumés, c'est-à-dire ceux qui viennent juste pour piller, pour prendre, même pour exploiter l'argent des morts. Et donc il y a eu ça. Ensuite, très peu de temps après le tremblement de terre, il y a eu cet événement, le choléra, introduit par les casques bleus des Nations Unies. Et là, on parle des choses qui dépassent l'entendement et pas du tout sexy. Donc du coup, qui commençait à m'intéresser en tant que poète, en me disant comment mixer tout ça et pour essayer d'en faire une merveille, comme font les alchimistes, etc. Et grâce à Amoré, ce personnage, qui travaillait dans une ONG avant le séisme, qui s'était intéressé à Haïti avant le séisme, qui aimait, qui voulait rester parce qu'elle connaissait. Donc elle a rencontré Bernard, qui était sous les gravats, sous les décombres. Donc imaginez un coup de foudre comme ça, c'est-à-dire en plein tremblement de terre. Donc c'est ce tremblement de terre qui continuait jusqu'à leur lit. Comme l'amour comme voyage qui tremble, comme voyage sismique. En tout cas, il y a toute cette métaphore du tremblement à travers le séisme, quoi. Merci. Harry ou Priya, qu'est-ce que vous avez pensé du livre de James? Enfin, moi, bien sûr, je suis un grand fan de James depuis que ma prochaine éditrice qui va publier mon livre, Le Ténèbre en norvégien, celle qui m'a parlé de James Noël, et bien sûr, il m'a envoyé tout de suite la version PDF, je l'ai lu, et magnifique. Vraiment, je trouvais une belle poésie, mais en même temps, il y a une telle profondeur dans sa façon de voir les choses. Et en même temps, j'ai retrouvé la littérature de mon enfance, qui est de Jacques Romain. Donc, pour moi, c'était une double révélation, parce que Jacques Romain, bien sûr, je l'ai lu quand j'avais 9 ou 10 ans, et après, je ne l'ai jamais relu. Jamais, plus jamais.
Et là, en relisant James Noël, je suis retourné dans mon enfance. Je suis tout à fait d'accord. Non, moi aussi, j'aime beaucoup les poésies. Donc, on avait parlé Pioman, adolescent, que j'ai trouvé très, très beau. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai pris le temps, je lis lentement pour bien savourer les mots. Et ça me touche, ça me parle. Comme ton écriture aussi, Harry Le Ténin, et j'ai beaucoup aimé les recettes quand tu parles, quand tu décris. Ah mon Dieu, mais j'avais faim tout au long du livre. Franchement, je me disais, mais je veux goûter à ça, je veux, c'est tellement beau, c'est tellement bien décrit, c'est tellement riche. Donc, oui. Voilà. C'est mon côté rabelaisien. C'est vrai qu'il y a des recettes, même aussi dans ton livre, James, il y a une recette pour les... Oui, voilà. Non, parce que la mémoire culinaire, elle est très importante, tu sais. Oui. Surtout quand elle est issue de deux civilisations, de deux cultures qui se rencontrent et ce qui en ressort. On parle de la cuisine créole, mais quand on parle de la cuisine créole, on parle toujours de la cuisine de la Louisiane, mais on oublie ce qui s'est passé dans les îles. Et là, c'est justement, passons dans les îles, et Pondichéry, on oublie qu'il y a une communauté créole, il y a une créolisation qui s'est faite et qui est complètement méconnue. Et donc, c'est là où mon devoir, mon côté rabelaisien, comme je le dis, c'est de donner une vie à cette cuisine qui est en train de mourir. Oui, très bien, merci Harry. Juste pour terminer avec Belle Merveille, je voudrais juste ajouter que donc ce livre, c'est vraiment une belle merveille aussi. Et c'est, comme je dis, c'est l'histoire d'une catastrophe, mais c'est écrit dans une langue tellement poétique que c'est une expérience de lecture impressionnante. Voilà. Donc, du coup, Harry, tous tes livres, donc tes deux romans et ce recueil de nouvelles, tournent donc autour de Pondichéry, ancien comptoir commercial. Tu parles de son histoire, oui? Ils appellent ça comptoir commercial, mais en fait, c'est une colonie. Oui, bien sûr. Oui. C'est l'expression officielle, les comptoirs. Oui, bien sûr. On n'est pas venu là faire de la commerce gentiment avec les Indiens. Il ne faut. C'est vrai. Effectivement, il y avait plusieurs comptoirs commerciaux entre guillemets, des colonies francophones en Inde. Mais donc tu parles surtout de Pondichéry, donc de son histoire et du poids de l'histoire coloniale. Tu parles des vies des habitants, aussi des différences sociales, des castes. Et une nouvelle que j'ai trouvée très intéressante, c'est celle qui est intitulée L'exil, où nous rencontrons un homme qui est le fils d'un paysan qui a choisi de garder la nationalité française en 1962. C'est un fait historique très intéressant, puisque donc le Pondichéry a été rattaché à l'Inde en 1962, mais ceux qui y habitaient avaient la possibilité de garder la nationalité française. Mais donc ce fils, c'est donc son histoire. Il a tout sacrifié pour sa famille en se faisant une carrière en France, ce qui lui a permis d'acheter des terrains, de bien marier ses sœurs, de payer pour les études de son frère. Et vers la fin de sa vie, durant toute sa vie en fait, mais surtout vers la fin de sa vie, il souhaite retourner à Pondichéry. Et du coup, ce texte qui parle d'un exil nous dit en même temps beaucoup sur l'histoire de Pondichéry et sur les conditions de vie des gens qui habitent. Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi dans ce texte de présenter Pondichéry par le biais d'un départ et d'un possible retour? Déjà, il faut situer Pondichéry historiquement. Les Français sont arrivés en 1673, mais ils étaient déjà là avant.
dans différents comptoirs. Mais 1673 était la date marquante où ils ont vraiment établi, qu'on appelle ça un pouvoir impérial. Et en 1848, après l'abolition de l'esclavagisme, la France s'est mise en tête que tous ces esclaves qui sont libres doivent avoir une identité, parce qu'avant, ils n'avaient pas d'identité, parce qu'ils étaient rattachés à leur maître. Et donc, quand ils deviennent libres, il leur fallait une identité. Et donc, il y a eu beaucoup de lois qui ont été faites. Et au même moment, ils se sont rendus compte que pourquoi on n'essaierait pas de donner à ces sujets coloniaux une citoyenneté. Donc, en 1881, Pondichéry, Saint-Louis et l'Algérie, une partie de l'Algérie, ils ont fait une expérience. Ils ont dit, on va demander aux gens de renoncer à leur statut personnel et de se mettre sous le Code civil français. Donc, les personnes devaient renoncer à leurs us et coutumes, c'est-à-dire à leur religion, et à toutes les coutumes auxquelles ils sont habitués de leur pays. Et donc, il y a une partie de gens à Pondichéry qui sont devenus renonçants en 1880. Ils sont devenus catholiques et ils sont devenus des sujets français, ils sont devenus des citoyens français. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils avaient le droit de voter. Ils n'avaient pas le droit de voter, mais ils avaient des noms français. En l'occurrence, comme moi, mon arrière-grand-père, qui était un intouchable, a vu que, tiens, ça, c'est une échelle que je peux escalader, où je peux arriver à une meilleure vie. Et donc, il a renoncé à ses us et ses coutumes, il s'est catholicisé et il a choisi comme nom Gautier. Pour échapper au système de caste. Pour échapper au système de caste et à beaucoup de choses. Et donc, de ce fait, il était français sur papier, mais il ne savait ni lire français, ni parler français. Donc, tu vois, il y a déjà une ambivalence. Oui. Tu es un sujet français, tu deviens citoyen français, mais tu es toujours indien par tes coutumes. Et ça suit encore. Jusqu'à maintenant, il y a encore des personnes qui vivent avec moi j'appelle ça une schizophrénie culturelle ou identitaire, où ils sont français sur papier, ils ont un passeport français, mais ils ne savent pas parler français. Ils n'ont jamais vécu en France. Ils ne connaissent rien de la France. Et donc, en l'occurrence, Lourdes Nadin, qui est ce fils de paysan, qui part en France parce que son père dit c'est le seul moyen pour devenir riche, pour avoir une meilleure vie. Donc, il l'envoie en France. Et Lourdes Nadin se sacrifie pour sa famille. Il part en France, il devient militaire, et au moment de sa retraite, il veut retourner chez lui, mais sa femme et ses enfants ne veulent pas. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as passé plus de temps de ta vie en France qu'en Inde, mais qu'est-ce que tu connais de l'Inde? Tu n'es même pas indien, tu es pondichérien. Parce que Pondichéry, c'est un petit îlot dans l'Inde. Parce que c'est un espace francophone, dans un espace anglophone où toutes les langues qui sont parlées. Et donc, il vit c'est un combat, c'est un dilemme entre partir et revenir, rester ou revenir. Et à un moment donné, au moment où il veut revenir, ses enfants disent non, tu n'en as rien à faire là-bas. Et ça, cette ambivalence, cette schizophrénie identitaire existe dans cette communauté franco-pondichéryenne jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une violence. Parce que la colonisation en Inde n'a pas été une violence physique, mais une violence psychique. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de raconter cette histoire. Oui, merci. Et aussi, ce qu'il faut dire aussi, que quand même si donc certains colonisés sont devenus citoyens français, il y avait quand même aussi une différence légale. Il y avait ce qu'on appelait une loi de l'indigénat, je pense, donc qui faisait justement, comme tu dis, que citoyens français... Non, mais justement, dans l'histoire, enfin, dans cette histoire, je raconte aussi une micro-histoire, parce qu'au moment de l'indépendance, en 1956, 54, quand l'Inde a reçu l'indépendance, l'Inde a voulu que les Français quittent le pays.
Mais les Français ne voulaient pas parce que derrière, s'ils quittaient Pondichéry, ils devaient quitter aussi l'Indochine et l'Algérie. Et donc, il fallait absolument s'accrocher à Pondichéry. Mais bon, il a fallu 8 ans de négociations en 1962, où Nehru a dit non, il faut absolument que vous partez. Et au moment du départ, ils ont dit, ben, ceux qui veulent rester français peuvent rester français, et ceux qui veulent devenir indiens peuvent devenir indiens. Et donc, il y a eu une panique générale dans Pondichéry, parce que les personnes qui ont renoncé en 1881 pensaient qu'ils étaient français. Et là, en 1962, ils se retrouvent, ils n'étaient plus français, ils sont devenus indiens. Et donc, il y a une forme d'apatride qui est encore là. Il y a encore des milliers de personnes à Pondichéry qui n'appartiennent ni à l'Inde, ni à la France. C'est incroyable. Oui, ça c'est une violence coloniale absolument qui perdure là aussi.